Alors la première idée, c'est que le son devient indépendant du support. Quand vous aviez une technique de reproduction du son sous la forme d'un disque, eh bien, le support était nécessairement un disque, c'est-à-dire il devait être rond, il devait être en vinyle, ou il devait être en plastique, mais il n'y avait pas de possibilité d'exprimer le même son sur du papier, sur du verre, sur du sable, etc. Et maintenant, c'est devenu tout à fait, avec la numérisation, la représentation du son est devenue tout à fait indépendante du support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette même suite de 0 et de 1 que vous trouvez ici, et qu'on appelle désormais un fichier, c'est ça qu'on appelle un fichier, c'est juste une suite de 0 et de 1, une suite de lettres prises dans un alphabet fini, eh bien, ce fichier, vous pouvez aussi bien le mettre sur une clé USB que sur un disque dur, que dans la mémoire vive d'un ordinateur, et ça n'a aucune importance. Vous pouvez même l'écrire sur une feuille de papier si vous avez suffisamment de courage, et la suite de 0 et de 1 peut se représenter physiquement de milliards de façons différentes. Et d'ailleurs, le premier magnétophone numérique, c'était un magnétoscope où on utilisait des cassettes de magnétoscope qui étaient a priori prévues pour représenter une image de manière analogique, et on l'utilisait pour représenter un son de manière numérique. Donc ça, c'est la première grande idée, c'est l'indépendance du support. Et la deuxième idée, c'est celle d'une reproduction sans coût et d'une reproduction parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une reproduction parfaite? Quand vous aviez un disque, il était possible, à partir d'un disque numéro 1, de faire un disque numéro 2. Puis à partir du disque numéro 2, de faire un disque numéro 3. Alors, avec les disques, c'était un peu difficile, mais il y avait une autre technologie qui s'appelait les cassettes, qu'on utilisait dans des magnétophones, et là, la copie de cassette à cassette était possible. Mais quand vous copiez une cassette en une autre cassette, et puis cette autre cassette en une autre cassette, puis cette autre cassette en une autre cassette, au bout de 5 ou 6 fois, vous aviez une copie qui était d'une tellement mauvaise qualité qu'on ne pouvait absolument même pas comprendre ou même pas entendre ce qui se trouvait. Or, ici, quand votre son est représenté comme des 0 et des 1, si vous êtes capable de recopier un 0 sans faire d'erreur et un 1 sans faire d'erreur, vous pouvez recopier à l'infini le même fichier sans perte, sans dégradation de l'information. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a toujours des petites probabilités que quand on recopie un 0 ou un 1, on se trompe. Donc quand nous, on le recopie à la main, il nous arrive de nous tromper. C'est par exemple ce que j'ai fait sur le transparent précédent. Mais même quand un ordinateur copie une suite de 0 et de 1, quand on copie un fichier, il peut y avoir des erreurs. Mais cependant, ces erreurs sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins probables que quand on copiait, par exemple, de cassette à cassette. Et donc, on a une nouveauté qui apparaît à la fin des années 60 avec la numérisation, qui est la possibilité de duplication parfaite. Et la deuxième, c'est cette idée de duplication sans coût. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 2 clés USB sur le même ordinateur, et que vous avez un fichier qui est sur une clé USB, et que vous voulez le faire passer sur une autre clé USB, eh bien, il vous suffit de le prendre à la souris et de le déplacer sur la seconde clé USB, et la copie est terminée. Alors, ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps, ça va peut-être consommer un tout petit peu d'énergie, mais c'est sans commune mesure avec, par exemple, le coût que représentait de copier une cassette à une autre cassette, où on était obligé de copier la cassette en temps réel. C'est-à-dire, si vous vouliez enregistrer un disque qui durait une demi-heure, il fallait passer une demi-heure de votre temps à copier la cassette. Or, ici, vous pouvez copier en quelques dixièmes de seconde, en quelques millisecondes en fait, un fichier qui représente une demi-heure de musique. Donc, il y a ces deux nouveautés. La première qui est l'indépendance du support, et la deuxième qui est la duplication sans coût. Et ça, c'est uniquement lié à la première des deux révolutions dont on a parlé, qui est la numérisation. Et si aujourd'hui le mot numérique est devenu aussi à la mode, eh bien c'est parce qu'en 1967, il y a des gens qui ont eu pour la première fois l'idée de représenter un son comme une suite de nombres. Alors passons à la deuxième idée, qui est Internet. Et avant de parler d'Internet, je vais vous parler de la Poste. Alors bientôt, on utilisera l'exemple d'Internet pour expliquer aux enfants ce qu'est la Poste, puisqu'ils auront juste entendu parler, leurs grands-parents, d'une notion dont ils auront plus de mal à comprendre, qui est la notion de carte postale. Mais je vais supposer que vous savez à peu près ce qu'est une carte postale, que vous avez déjà envoyé une lettre par la poste, ou peut-être reçu une lettre par la poste, et je vais essayer de réfléchir avec vous de quelle manière une lettre
que vous envoyez à votre grand-mère qui habite à Caen quand vous êtes en vacances à Sydney, eh bien, va arriver de Sydney dans la boîte aux lettres de votre grand-mère qui se trouve à Caen. Et alors là-dessus, il y a plusieurs hypothèses. Quand vous posez cette question à des enfants qui ont 6 ans ou 7 ans, ils vous font tous la même réponse et ils disent « le facteur à Sydney prend la lettre, il lit l'adresse et il la porte à ma grand-mère ». Et alors ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et si c'était le cas, il faudrait qu'à peu près la moitié de la population mondiale soit facteur, parce qu'il y aurait beaucoup de travail pour acheminer toutes les lettres à leur destinataire, une par une. Il y a une deuxième réponse qui est tout aussi fausse, qui est que le facteur qui se trouve à Sydney sait par quel chemin on peut envoyer une lettre à Caen. Et en fait, il est probable que le facteur qui habite à Sydney fasse assez mal la différence entre Caen, Alençon, Cherbourg, etc. Mais il sait juste que Caen, Alençon et Cherbourg sont des villes qui se trouvent en Europe. Ou peut-être c'est même marqué sur l'enveloppe que à côté, après la ville, vous avez mis le pays, et donc il sait que la France est un pays d'Europe. Il ne sait pas grand-chose, mais ça lui suffit à envoyer la lettre, parce qu'à Sydney, tout le monde sait que quand il y a une lettre pour l'Europe, il faut la mettre dans un avion qui va à Hong Kong. Et à Hong Kong, il y a un autre facteur qui récupère la lettre, qui ne sait pas plus où se trouve Cherbourg, où se trouve Alençon et où se trouve Caen, mais il sait que c'est en Europe, et quand il y a une lettre à envoyer pour l'Europe, il l'envoie à Francfort. Et à Francfort, il y a quelqu'un qui ne sait pas plus où se trouve Caen, où se trouve Cherbourg et où se trouve Alençon, mais qui sait une chose, c'est que c'est des villes en France, et quand il y a une lettre qui est pour la France, il l'envoie à Paris, où il y a quelqu'un qui ne sait toujours pas où se trouvent Caen, Alençon et Cherbourg, mais qui sait que c'est en Normandie et que toutes les lettres qui sont pour la Normandie sont envoyées à Caen. Et là, à Caen, miracle, il y a un facteur qui comprend l'adresse 1 rue Jean Jaurès où votre grand-mère habite. Et c'est la seule personne qui a vraiment compris toute l'adresse et qui est capable de la porter à votre grand-mère. Et ce principe que je viens de vous décrire, c'est exactement le principe d'Internet. Et avant Internet, il y avait d'autres réseaux. Donc, depuis qu'on a inventé les ordinateurs en 1940 jusqu'à 1969, qui est le début du réseau Internet, et ces réseaux marchaient selon le deuxième principe que je vous ai décrit, c'est-à-dire si vous vouliez envoyer une adresse, et on appelle ça un paquet, d'un endroit à un autre, eh bien, il fallait connaître tout le chemin. Et donc, on indiquait à la lettre, on indiquait sur la lettre, il faut l'envoyer d'abord à Hong Kong, puis à Francfort, puis à Paris, et puis ensuite, elle va arriver à Caen. Et quelle est la grande innovation d'Internet? Eh bien, c'est celle-ci, c'est d'avoir remplacé les bureaux de poste et les centres de tri par des ordinateurs qu'on appelle des routeurs. C'est d'avoir donné une adresse à chaque routeur qu'on appelle une adresse IP. IP, ça veut dire protocole Internet, PI, mais comme c'est en anglais, le I est avant le P. Et le principe d'Internet, c'est que si vous êtes sur cette machine, qui peut-être se trouve à Sydney, mais qui certainement s'appelle 255.255.255.255, c'est son adresse IP, et que vous voulez envoyer un morceau de fichier sur cette machine dont le numéro est 255.255.255.254, bien qu'elle se trouve à Caen, eh bien, vous n'êtes pas obligé de connaître tout le chemin, mais il suffit d'indiquer, il suffit de savoir que tous les paquets, tous les fichiers qu'on veut envoyer sur cette machine, eh bien, il faut dans un premier temps les envoyer vers cette machine qui elle-même va se débrouiller pour les envoyer sur celle-là, qui elle-même va se débrouiller pour les envoyer sur celle-là, ce qui fait que quelques millisecondes plus tard, eh bien, le paquet va se trouver à l'autre bout de la planète. Et ce système, Internet, est un système qui est extrêmement souple, puisque si jamais il y a une bombe qui détruit le routeur qui se trouve ici, eh bien, le système, par lui-même, va trouver un autre chemin et va s'apercevoir que si, en envoyant la lettre, en envoyant le paquet, non pas à Hong Kong, mais en l'envoyant à Pékin ou à Delhi, eh bien, il y a un autre chemin, eh bien, petit à petit, le réseau va tout seul se reconfigurer pour envoyer les paquets à destination. Et ça, c'est pas possible avec les facteurs. Et ça, c'est pas possible avec les facteurs. D'accord. Ben, si Hong Kong disparaissait de la planète, ce qui n'est pas impossible, puisque je crois qu'Hong Kong est sur une zone sismique, mais enfin disons, si San Francisco disparaissait de la planète, ce qui va bientôt se produire,
eh bien, on peut imaginer, mais ça prendrait un tout petit peu plus que quelques millisecondes, que les facteurs eh bien, se débrouilleraient pour au lieu envoyer les lettres à Seattle, au lieu de les envoyer à San Francisco. Mais ça leur prendrait un peu plus de temps, alors que là, le réseau est prévu pour se reconfigurer extrêmement vite et qu'on ne se rende même pas compte qu'une machine a disparu. Et là, vous voyez les origines militaires d'Internet, puisque cette idée qu'une bombe tombe sur un routeur est une idée très naturelle pour des militaires. Et ce que les militaires cherchaient à faire au début d'Internet, c'était à concevoir un réseau qui puisse tout seul se reconfigurer en temps de guerre, à un moment où on va ajouter et retirer des machines extrêmement vite, parce qu'elles se trouvent sous les bombes.